Au fil de l'histoire, l'argent a pris bien des formes. Il fallait simplement que l'argent soit portable et qu'un nombre suffisant de gens soient confiants de pouvoir l'échanger contre des choses de valeur bien réelles, comme de la nourriture, des vêtements ou une maison. L'argent a pris la forme de fèves de cacao, de coquillages, de pierres et même de plumes. L'or et l'argent étaient des métaux attrayants, faciles à travailler. Certaines cultures sont devenues expertes dans ce travail. En frappant des pièces de monnaie, unité standard dont le poids et la pureté étaient certifiés, les orfèvres ont facilité le commerce. Bien vite, pour protéger tout son or, l'orfèvre a eu besoin d'une chambre forte. Les villageois sont venus frapper à sa porte. Ils voulaient louer un peu de place dans cette chambre forte pour garder leur or et leurs objets de valeur bien en sécurité. L'orfèvre a fini par louer tout son espace dans sa chambre forte. La location lui a rapporté un petit bénéfice. Les années sont passées et notre orfèvre a constaté une chose fort importante. Les déposants venaient rarement chercher leurs pièces d'or et ils ne venaient jamais tous en même temps. Il faut dire que les reçus faits par l'orfèvre étaient utilisés sur le marché comme s'ils étaient véritablement l'or qu'ils représentaient. Cet argent papier était plus pratique que les lourdes pièces et les montants pouvaient tout simplement être écrits au lieu d'être comptés laborieusement. Entre-temps, l'orfèvre a commencé une autre affaire. Il s'est mis à prêter son or en demandant des intérêts. Comme les reçus devenaient de plus en plus acceptés à titre de paiement, les emprunteurs ont demandé leur emprunt sous cette forme. Et comme l'industrie prenait de l'expansion, de plus en plus de gens ont demandé des prêts à l'orfèvre. Alors, l'orfèvre a eu une idée plus géniale encore. Il savait que ces déposants venaient rarement chercher leurs pièces d'or. Il a donc pensé qu'il pouvait faire des prêts couverts par l'or de ces déposants. Aussi longtemps que les emprunts seraient remboursés, les déposants n'en sauraient rien. Et l'orfèvre, maintenant plus banquier qu'artisan, ferait de gros bénéfices. Pendant des années, en secret, l'orfèvre a tiré de bons revenus des intérêts sur les dépôts de ses clients. Maintenant gros prêteur, il devenait sans cesse plus riche et il commençait à étaler ses richesses. Les gens l'ont alors soupçonné de dépenser l'argent de ses déposants. Ensemble, ils l'ont menacé de retirer tout leur or si l'orfèvre ne s'expliquait pas sur sa richesse si soudaine. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la situation n'a pas tourné au désastre pour l'orfèvre. Malgré sa duplicité, il a pu montrer que les déposants n'avaient rien perdu. L'or était toujours en sécurité dans la chambre forte. Au lieu de reprendre leur or, les déposants ont demandé à l'orfèvre, devenu leur banquier, de leur verser une partie des intérêts. C'est ainsi que les banques sont nées. Le banquier payait un taux d'intérêt bas sur les dépôts et il faisait payer un dépôt d'intérêt plus élevé sur les prêts. La différence couvrait les frais de fonctionnement et ses bénéfices. La logique du système était simple comme bonjour et semblait être un moyen raisonnable de satisfaire la demande de crédit. Mais les banques ne fonctionnent plus du tout comme ça. L'orfèvre banquier n'était pas du tout satisfait du revenu qui restait après le partage des bénéfices avec ses déposants. La demande de crédit augmentait rapidement, mais ses prêts restaient limités par le montant d'or dans la chambre forte. Alors, une idée plus géniale encore lui est venue à l'esprit. Puisqu'il était le seul à savoir combien d'or il y avait dans la chambre forte, il pourrait prêter des chèques garantis par de l'or qui n'existait même pas. Aussi longtemps que les déposants ne viendraient pas tous en même temps réclamer leur or, personne ne le saurait. Ce nouvel arrangement fonctionnait à merveille et le banquier est devenu immensément riche
avec les intérêts payés sur de l'or inexistant. L'idée que le banquier puisse créer de l'argent à partir de rien était trop outrageuse. Longtemps, personne n'a rien soupçonné. Mais le pouvoir d'inventer de l'argent est monté à la tête du banquier. Bientôt, l'importance des prêts et l'opulence du banquier ont déclenché de nouveaux soupçons. Certains emprunteurs ont demandé de l'or véritable plutôt que des chèques, et les rumeurs ont monté. Plusieurs déposants fortunés sont venus réclamer leur or. La fin du jeu était proche. Une foule de gens, brandissant des chèques, se sont rassemblés devant les portes closes de la banque. Hélas, le banquier n'avait pas assez d'or pour couvrir tout l'argent papier qu'il avait émis. Pour la première fois, il y avait une ruée sur la banque. Et c'est un phénomène qui épouvante tous les banquiers. Ce phénomène de retrait massif a ruiné des banques individuelles et a endommagé la confiance du public envers les banquiers. Il aurait été simple alors d'interdire cette pratique de créer de l'argent à partir de zéro. Mais les immenses crédits offerts par les banquiers étaient devenus essentiels à l'expansion du commerce européen. La pratique a donc été légalisée et réglementée. Les banquiers ont accepté de respecter des limites sur les montants d'argent fictifs qu'ils pouvaient prêter. Mais ces montants fictifs restaient bien supérieurs à la valeur réelle de l'or déposé dans la chambre forte. Bien souvent, le taux était de 9 $ fictifs pour 1 $ en or. Des inspections surprises permettaient de faire respecter ces réglementations. Un arrangement a aussi été conclu. En cas de ruée sur une banque, les banques centrales soutiendraient les banques locales en leur prêtant de l'or. La bulle du crédit, créée par les banquiers, ne pourrait pas crever et le système ne pourrait pas s'effondrer, sauf s'il y avait beaucoup de ruées sur les banques en même temps. Comprenons bien ceci. Cette décision qui libérait la monnaie de la rareté attachée à l'or aurait dû conduire à une libération des peuples. En fait de cela, comme un étau se refermant doucement, c'est une logique d'asservissement de la plupart pour le profit de quelques-uns qui s'est mise en place et dont nous ne mesurons les effets qu'aujourd'hui parce que nous pensions que c'était seulement inhérent aux pays pauvres. Pourquoi ce paradoxe ? Eh bien parce qu'en abandonnant la matérialité de la monnaie, on aurait dû du même coup abandonner les deux principes, celui de la double monnaie et de la réserve fractionnaire, que seul justifiait cette matérialité. Ne l'ayant pas fait, eh bien en voici les conséquences. La vraie monnaie, et comprenons qu'elle n'est vraie que par décision humaine, donc celle qui remplace l'or, c'est la monnaie centrale que seules les banques centrales des pays peuvent émettre. Mais le maintien du principe de réserve fractionnaire implique que cette vraie monnaie est toujours en quantité largement inférieure aux besoins, de l'ordre de 8 à 15 fois au moins. Alors, le manque structurel de monnaie centrale doit être compensé par une monnaie de substitution, une monnaie privée celle-là, la monnaie scripturale bancaire sans pouvoir libératoire que nous avons appelée ici monnaie d'usage. Rappelons-le, elle a le nom de monnaie, elle a l'apparence de la monnaie, elle a les fonctions de la monnaie, mais ce n'est pas de la monnaie, c'est une promesse de monnaie centrale. Mais d'où vient-elle, cette monnaie bancaire, puisqu'on ne peut plus l'extraire du lit des rivières ou du cœur de la roche comme l'or? Pour qu'il y en ait dans la société, il faut la créer. Et par quel phénomène? Eh bien en s'endettant auprès des banques qui font comme si elles nous prêtaient quelque chose qu'elles possèdent. Le processus de création monétaire se résume à la magie d'une opération comptable qui revient à transformer en monnaie quelque chose qui n'en est pas. Une opération simple, tellement simple, disait l'économiste John Kenneth Galbraith, que l'esprit en est dégoûté. Le mieux est de prendre un exemple. Voilà M. Dupont,
il a besoin de 10 000 $ pour acheter une voiture. Il va voir son banquier et après examen, son banquier estime qu'il a la capacité de lui rembourser cette somme, augmenter bien sûr des intérêts. Alors il lui accorde ce prêt. Il inscrit à l'actif du bilan de la banque la somme de 10 000 $, car il a le pouvoir de transformer en monnaie la parole donnée par M. Dupont, transcrite dans un contrat de prêt. Parallèlement, il inscrit 10 000 $ au passif de son bilan puisqu'il doit l'argent sur le compte de M. Dupont. Il y a en quelque sorte échange de dettes, une payable en totalité immédiatement par la banque pour que M. Dupont ait la disponibilité de la somme sur son compte, et l'autre remboursable par M. Dupont à la banque plus tard au rythme prévu dans le contrat de prêt. Jusque-là, pas de problème pour la banque. Une simple écriture comptable a permis de faire sortir 10 000 $ du chapeau du magicien. Puis, M. Dupont signe un chèque à son garagiste qui, par hasard, est à la même enseigne bancaire que lui. Toujours pas de problème pour la banque, elle débite le compte de M. Dupont et crédite celui du garagiste de la même somme. Une autre simple écriture comptable a suffi. En réalité, ce qui a été mis sur le compte de M. Dupont et qui s'est retrouvé sur le compte du garagiste, ce ne sont pas des dollars, mais des sacs vides. Mais voilà, cette fois que le garagiste règle la facture d'un fournisseur dont le compte est domicilié dans une autre banque. Là, les choses se compliquent pour la banque commune de M. Dupont et du garagiste. Pourquoi? Eh bien parce que la banque de ce fournisseur, elle, ne veut pas de sacs vides. Elle veut de la monnaie centrale dans les sacs. Tous les jours, voyez-vous, les banques comparent ce qu'elles se doivent réciproquement et seuls les soldes débiteurs sont réglés en monnaie centrale. Si une banque débitrice n'a pas assez de monnaie centrale sur son compte pour payer ce qu'elle doit, elle n'a plus d'autre option que d'emprunter à d'autres banques ou à la banque centrale elle-même. Ainsi, vous l'aurez compris, le jeu pour une banque est de faire en sorte d'avoir le moins besoin possible de monnaie centrale parce que ça lui coûte des sous, alors que les sacs vides ne lui coûtent rien.